Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la société BIC. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire via le canal Telegram, le lien se trouve en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action BIC. Après un point bas en 2020 à quasiment 30 €, on a doublé en 4 ans, donc c'est plutôt sympa comme variation de cours. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On est sur un secteur très mature, BIC c'est des stylos, c'est des briquets, c'est aussi, ils sont diversifiés dans les kayaks en plastique il me semble. Donc voilà, c'est une bonne vieille entreprise de l'ancienne économie, très orientée B2C. On est sur un marché qui croît, sur une entreprise qui croît en médiane de 1%. 2023 soldé par une croissance de 1,3%, on a eu un rattrapage en 2021 et 2022, mais bon voilà, il faut pas s'attendre à de la croissance sur ce type d'entreprise, c'est pas du tout une boîte de croissance, c'est plutôt une boîte de rendement, on va voir ça. Il y a quand même des acquisitions de temps en temps, donc c'est ça qui fait monter le chiffre d'affaires, et pas vraiment la croissance organique. Comment ça se passe au niveau des taux de marge? On voit que le taux de marge brut est quand même élevé à 50%, donc on n'est pas sur une entreprise qui a un avantage concurrentiel, mais on est sur une entreprise qui a quand même un peu de pricing power finalement, puisque elle est leader sur ses niches de marché. Sur le briquet, BIC c'est leader, sur le stylo, pas mal de parts de marché. Donc ça en fait c'est pas mal, ça lui permet d'avoir un bon pouvoir de fixation des prix. Taux de marge opérationnel, on est quand même en chute depuis 2021. Il y a une dégradation, donc là il faut regarder comment ça s'explique, parce qu'on n'a pas le même décalage entre la marge brute et la marge d'EBITDA. Donc là il y a eu peut-être des problèmes opérationnels sur BIC. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller voir dans les rapports financiers ce que dit le management à ce sujet. On voit que quand même il y a un point positif, c'est que ce taux de marge d'EBITDA est en train de remonter vers la médiane des 22%, donc ça c'est plutôt bon. En taux de marge net, sur 2021 on était très élevé à 16,5%, là ça a bien chuté, on est légèrement en dessous de la médiane 10 ans à 10,5%, mais c'est quand même très honorable comme taux de marge sur ce type d'activité. Donc il y a une bonne gestion financière également. On n'est pas sur une société qualitative, mais on est sur une société bien gérée, quoi. On n'est pas dans une activité qui a des fortes marges, mais finalement l'entreprise a quand même des marges qui sont honorables. Alors est-ce que en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow, on est bon? Là par contre c'est pas terrible, on a une énorme distance, un énorme gap entre les bénéfices nets et les free cash flow. Quel est le problème? Alors on va regarder, est-ce que c'est au niveau du BFR qu'il y a des problèmes? Donc là on regarde la variation du besoin en fonds de roulement, on le met en cumulé sur 10 ans, et on va voir ce que ça donne. Si on transforme, on se met en cumulé, non, ça vient pas de là le changement. Donc il faut regarder ce qui se passe plutôt dans les tableaux de flux de trésorerie. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel différentiel dans les free cash flow par rapport aux bénéfices nets? On voit quand même si sur la dernière année il y a quand même une augmentation, mais ça explique pas cet énorme décalage. Donc est-ce que faut regarder, est-ce qu'il y a des grosses dépenses en capex? Peut-être, c'est le cas. Si c'est le cas, pourquoi ces dépenses en capital n'ont pas généré des cash flows opérationnels autant qu'espéré? Donc ouais, ça augmente quand même. Bon, là il faut regarder ce qui se passe dans les tableaux de flux de trésorerie. Si on veut valoriser l'entreprise sur des flux et s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les bénéfices nets sont gonflés artificiellement. On regarde ensuite ce qui se passe en termes de rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur du 15%, donc on pourrait autofinancer une croissance à ce niveau-là, ce qui est quand même très honorable, surtout que les marchés ne croissent pas à ce niveau-là, donc les free cash flow, les bénéfices nets qu'on génère, les bénéfices opérationnels qu'on génère, on va pouvoir les utiliser pour soit racheter les entreprises, soit se désendetter, soit les reverser les dividendes aux actionnaires. On a eu quand même une baisse, donc là c'est lié au problème opérationnel qu'il y a eu à mon avis, mais cette rentabilité recommence à rebondir et est très honorable à 12,5%. Donc ça c'est plutôt bon. Qu'est-ce qui se passe en termes d'endettement? Alors sur la dette nette, on est, y a pas de dette. Donc voilà, on a trésorerie nette. Qu'est-ce que fait l'entreprise de son cash? Par contre, on va aller éclaircir ceci. Est-ce qu'il y a des dividendes qui sont versés aux actionnaires? Est-ce qu'il y a des rachats d'actions si la valorisation le justifie? Alors on est sur 290 millions de free cash flow. On verse un dividende qui représente la moitié de ce free cash flow, donc ça c'est plutôt très bon. Le dividende est bien assuré.
il assure un rendement, on va le calculer rapidement, 119 divisé par une market cap de 2,5 milliards, on est sur un rendement entre 4,5 et 5%, donc ça c'est quand même sympathique pour un actionnaire qui aime avoir un niveau de dividende élevé, donc plutôt quelqu'un qui est en phase de rente, et cerise sur le gâteau, l'entreprise rachète ses actions, donc ça c'est bon pour l'actionnaire. Est-ce que la valorisation justifie ces rachats d'actions? On va se mettre en price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette. On voit que en fait l'entreprise se traite en médiane à un niveau de free cash flow très élevé, à 20 fois les free cash flow. Ça me pose question, c'est pas normal, ce genre de boîte, c'est pas une boîte de croissance, le multiple est très élevé en termes de free cash flow. Donc ça veut surtout dire que les free cash flow sont faibles sur cette entreprise, et on a vu que c'était par rapport au bénéfice net, c'est faible. Donc il faut vraiment éclaircir ce point-là. Pourquoi est-ce que les free cash flow sont aussi faibles par rapport au bénéfice net? On voit qu'en tout cas, à l'heure actuelle, en price sur free cash flow, on est très bas par rapport à la médiane. Donc à mon avis 20 c'est très élevé, mais si on se met sur quelque chose de plus prudent qui est peut-être 15 fois les free cash flow, on est quand même des côtés de un peu moins de 50%. Voilà, si on va être encore plus prudent, si on va se mettre sur un horizon plus proche, on va dire que c'est le vrai prix c'est 10 fois les free cash flow, on a quand même encore une marge de sécurité. Conclusion du dossier BIC, c'est pas mal en termes de... Si on est sur de la value pure, on est pas mal. L'entreprise finalement arrive... La génération de free cash flow s'est améliorée quand même, on l'a vu, hein, c'est pour ça que le price sur free cash flow commence à bien s'améliorer. Donc il y a peut-être eu des problèmes de génération de free cash flow sur les années passées, mais c'est en train de s'améliorer. On voit ici qu'il y a eu des points bas quand même, puis bon là c'est en train de revenir. Pourquoi pas? Donc vraiment éclaircir pourquoi il y a eu des problèmes de free cash flow par le passé, et est-ce que ces problèmes sont définitivement réglés? Autrement, on est sur un dossier qui a un dividende qui est bien assuré et qui a un rendement intéressant pour un actionnaire plutôt en phase de rente, et il y a une marge de sécurité sur la valorisation. Donc BIC, intéressant à creuser et à mettre en watchlist pour voir comment ça évolue. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.